Démarrer l'enregistrement. Voilà, c'est bon, c'est parti. C'est parti. Bonjour à tous. Donc, oui, nous avons échangé il y a quelques semaines avec Madame Amni sur l'intérêt de faire une courte présentation, hein, puisqu'on sera environ ensemble pendant 1 heure, hein, sur les actualités énergétiques. Alors, je me présente très rapidement. Je ne vous ai pas mis de support de présentation ECG. Si vous souhaitez avoir quelques éléments, je pourrais compléter le support. Donc, mon nom est Géraldine Proux, je suis team manager chez Energy Consulting, présente sur le marché de l'énergie depuis maintenant plus de 22 ans, puisque j'ai commencé dans la structure en 2001. Donc, j'ai j'ai vu et j'ai vécu toute l'évolution du marché de l'énergie depuis pratiquement son ouverture. Alors, en préambule, et à un moment donné, je coupe mon micro et que je suis absente quelques secondes, veuillez m'excuser, j'ai un reste de Covid persistant qui provoque des quintes de toux. Donc, il est fort probable que j'ai quelques petits soucis durant la présentation. Donc, comme l'a annoncé Madame Amni, on va principalement parler d'actualité énergétique, revenir rapidement sur l'évolution des prix, la partie réglementaire et la réforme européenne du marché de l'électricité. Je regardais encore les supports de présentation et on avait fait un webinaire il y a un peu plus d'1 an. C'était en septembre dernier. On était vraiment dans un contexte totalement différent, puisque je vais vous présenter l'évolution des prix de l'électricité. Donc, quand on avait eu l'occasion d'en discuter en septembre dernier, on était dans ce contexte d'explosion des prix de l'électricité. C'est la courbe orange que vous voyez, hein, sur ce graphique. On a atteint des niveaux de pratiquement 1 180 € du mégawattheure. C'était fin août, début septembre. Situation totalement inédite, puisque la dernière valeur la plus élevée qu'on avait eue sur ces marchés, c'était en 2008, avec un 96 € par mégawattheure, qui était déjà à l'époque catastrophique. Donc, on a vu ensuite une baisse des prix de l'électricité. Oui, je partage mon écran. Vous voyez mon écran? Oui. D'accord, très bien. Donc on a vu une baisse, hein, des prix de l'électricité depuis cette date. Donc vous voyez ici plusieurs courbes. La courbe bleue, c'est le prix auquel se négocie, de l'électricité pour l'année 2024. Ce produit va disparaître d'ici quelques jours. La courbe rouge est le produit pour une livraison 2025 et la courbe verte, une livraison pour le produit 2026. Et ce que l'on constate quand même sur les dernières semaines, c'est que l'écart entre ces 3 courbes s'est assez considérablement rétréci. Et pour la première fois depuis maintenant des mois et des mois, on est passé sous la barre des 100 € par mégawattheure sur un produit baseload. Pour vous donner une idée, à cette époque-là, l'an dernier, sur un produit 2023, on était plutôt autour de 400 € du mégawattheure. Donc 4 fois plus. Donc là, vous avez les produits à terme. Ici, vous avez les produits spot. Donc la différence avec le produit spot, c'est de l'achat d'électricité au jour le jour. Et on voit ici, bien évidemment, aussi le différentiel entre le spot en 22 et le spot en 2023, puisqu'en 22, on était sur une moyenne des prix spot à environ 278 € du mégawattheure. Et cette année, actuellement, on est juste en dessous de 100 € par mégawattheure. Je pense qu'on devrait, d'ici la fin de l'année, repasser au-dessus, puisque les mois d'hiver sont généralement un peu plus élevés en termes de prix spot. C'est ce que l'on voit notamment sur les valeurs de janvier, février et mars 2023. Mais cela n'a plus rien à voir avec les valeurs qu'on avait en 2022. On est là, cette année, sur des valeurs relativement plus proches de 2021, mais encore bien au-delà de ce que l'on avait avant 2021, puisque les années avant 2021, on avait un spot qui oscillait en moyenne entre 40 et 60 € par mégawattheure. Vous avez ici le gaz, donc le gaz naturel, exactement la même tendance que pour l'électricité. Donc on a eu aussi ce pic des prix du gaz en septembre dernier, avec de nouveau une courbe qui se resserre là sur les échéances 24, 25 et 26, et des niveaux de prix qui sont actuellement autour de 40 € par mégawattheure sur des échéances à 24 mois.
Alors, que s'est-il passé? Je ne vais pas refaire, l'historique 2022, hein, des prix. On a eu l'aspect, donc la partie, conflit russo-ukrainien, qui a beaucoup pesé sur les prix du gaz, et aussi les grosses difficultés qu'a rencontré EDF sur le parc nucléaire, qui a encore plus tendu les prix en France. Donc c'est ce qui a conduit à ces niveaux de prix l'an dernier. On a conservé quand même sur le premier semestre de cette année une volatilité importante sur les produits calendaires, puisque parfois en journée, on pouvait avoir des écarts de plus de 10 € par mégawattheure, ce qui est considérable. Et la raison de cette volatilité, c'était principalement 2 éléments. Toujours cette incertitude autour de la disponibilité nucléaire d'EDF, puisqu'on était sur une disponibilité inférieure à 40 gigawatts, alors qu'historiquement, on était plutôt autour, pas loin des 60. Et surtout, compte tenu du conflit russo-ukrainien et de l'absence, enfin des sanctions prises contre la Russie, toute l'incertitude autour de notre capacité à pouvoir restocker, suffisamment de gaz naturel à partir d'avril 2023 pour pouvoir faire face à l'hiver qui vient de commencer. Donc c'était des 2 paramètres qui ont provoqué pas mal de volatilité. Et puis on a vu à partir fin août, début septembre, une détente. Une détente du marché assez importante, avec plusieurs éléments d'explication. Heu, EDF en avance sur la maintenance nucléaire. En fait, on s'aperçoit qu'il y a une meilleure maîtrise du côté d'EDF de toute la maintenance à réaliser. Donc un retour sur réseau de réacteurs nucléaires plus tôt que prévu, donc du coup une meilleure disponibilité nucléaire. Entre-temps, on est repassé au-dessus des 40 gigawatts de capacité disponible, hein, ce qui n'avait pas été le cas depuis plusieurs mois. On a également depuis octobre une augmentation assez importante de la disponibilité hydraulique pour faire face à la demande. Et puis l'autre sujet, c'est qu'on a eu finalement un hiver dernier qui était relativement doux. On avait un niveau de stockage en début de printemps élevé, mais toujours quand même l'incertitude. Et puis on a rapidement pu restocker, et on avait déjà atteint début septembre plus de 95% de stockage. Et la France a pu très rapidement rattraper son retard, puisque on avait cumulé du retard le printemps dernier, lié à la grève, concernant la réforme des retraites, qui avait conduit à la fermeture, à l'arrêt de plusieurs terminaux méthaniers, sur tout le mois de mars. Et donc on a rattrapé notre retard, et on a démarré l'hiver avec un niveau de stockage de 100%. Et également, et ça on le constate, et quand j'en discute avec mes clients, tout le monde me le dit, on constate aussi une forte baisse de la demande d'électricité et de gaz naturel, et tout ça aussi contribue à peser sur les prix. Donc en fait, ce que l'on avait constaté en électricité, c'est que les prix des produits calendaires étaient surtout tirés à la hausse par les prix hiver. C'est-à-dire que, comme en France, on chauffe beaucoup à l'électricité et que la demande électrique est plus importante en hiver, et que les capacités disponibles doivent être là, dès l'instant où on craint quant à la disponibilité de capacité, eh bien ce sont les prix hiver qui augmentent très rapidement. Et en fait, ce qui s'est passé depuis septembre, c'est qu'il y a eu un très fort recul des primes de risque sur des produits Q1 2024 et Q4 2024, qui ont conduit à une baisse des produits calendaires. Vous avez ici la disponibilité, la carte de la disponibilité nucléaire. Bon, je vois que Fessenheim est en vert, mais il devrait être en rouge, hein, puisque Fessenheim est à l'arrêt, donc il y a quand même une petite erreur d'affichage là de la part de l'opérateur. Et donc vous voyez ici, sur le graphique en bas, qu'on est entre-temps au-dessus des 40 gigawatts en termes de disponibilité. Et vous avez ici, l'inventaire de stockage. Donc, la courbe orange que vous voyez en haut est la courbe de stockage au niveau européen. Donc on a 94 de stockage au niveau européen. On est au même niveau au niveau français, et les courbes en pointillés représentent les niveaux de stockage des années passées. Donc en fait, on est actuellement sur des valeurs maximum depuis 3 ans.
Alors on est le 7 décembre, ça y est, on a commencé à déstocker, donc on était encore, à peu près à 99 il y a 15 jours, 3 semaines. Là, on va lentement on déstocker du gaz naturel et on verra en fait tout le déstockage va clairement, dépendre, finalement de l'hiver à venir et des températures hivernales. Alors en termes de perspective, ce qu'il faut toujours distinguer, ce sont, on va dire, les éléments, on va qualifier de maîtrisables, en fait, pour essayer de se projeter et ceux qui ne le sont pas. Si on regarde actuellement, enfin, quand nous, on ouvre nos oreilles et que l'on regarde l'actualité, sur la partie maîtrisable, la partie connue, on aurait plutôt tendance à dire que le marché devrait continuer à baisser. Pour quelle raison? C'est qu'on s'aperçoit que le contexte économique est relativement morose. On a beaucoup de clients, enfin beaucoup de retours de clients qui actuellement s'arrêtent, vont s'arrêter beaucoup plus tôt, qui veulent tout simplement qui ont trop de stocks et qui se mettent en chômage technique pour finalement baisser les stocks. On travaille avec des clients qui sont en relation avec l'Asie et qui, nous disent qu'en gros, une vraie de redémarrage de la demande, notamment chinoise, aujourd'hui, c'est plutôt du second semestre, c'est pas de 2 trimestre, mais le second semestre 2024 et que les perspectives quant à la demande de gaz et d'électricité sur les prochains mois devraient rester baissières. Et d'un point de vue technique, on constate quand même qu'il y a une meilleure gestion côté EDF de la partie maintenance nucléaire et on a un très bon niveau de stockage de gaz. Donc ces paramètres devraient plutôt concourir à ce que le marché reste, stable, voire même baissier. Par contre, il nous reste quand même des éléments non maîtrisables qui peuvent rapidement enflammer le marché et ça, on l'a vu dès le mois d'octobre, c'est le contexte géopolitique, lorsque il y a eu cette attaque du Hamas sur Israël, qui a eu lieu le samedi. Dès le lundi, autant les marchés électricité que gaz ont bondi et en électricité, par exemple, on a pris 25 € du mégawattheure en l'espace d'une semaine, de quelques jours et le gaz a eu cette même tendance. Donc on a quand même ce contexte géopolitique qui plane. Alors le Moyen-Orient de façon plus importante que l'Ukraine, selon moi, donc qui peut à tout moment inverser le marché. On aura la météo aussi des prochains mois, donc pour ce qui est du gaz, ce sera l'hiver. C'est-à-dire que si on a un hiver extrêmement rigoureux et qu'on déstocke beaucoup, alors peut-être un peu moins si la baisse de la demande de gaz se confirme, si on finit l'hiver avec un niveau de stockage relativement faible, eh bien cela risque de tendre le marché parce qu'il va falloir, faire venir beaucoup de gaz naturel pour restocker. En sachant qu'il y a une règle au niveau européen qui, nous impose d'avoir, reconstitué les stockages au démarrage de l'hiver à hauteur de 90. Or actuellement, on peut plus compter sur le gaz russe, donc on s'est considérablement tourné vers le GNL et le GNL reste un marché mondial. C'est-à-dire que le GNL, aujourd'hui, la demande, elle est, beaucoup asiatique. Donc si on a un redémarrage de l'activité en Asie, il va y avoir une forte demande de GNL en Asie et là, les choix et les arbitrages vont se faire au niveau du prix que l'on est, prêt à payer. Donc là, on peut aussi avoir de la tension, sur le marché au niveau du gaz et pour la partie, électricité, on sera surtout sur la disponibilité hydraulique et il faut aussi être prudent à la partie, maintenance, même si c'est mieux maîtrisé par EDF. On n'est jamais à l'abri d'un souci tel qu'on l'a vécu, fin 2021, début 2022, lorsque EDF a découvert des soucis de fissures sur certains réacteurs avec la décision qui a été prise côté ASN de faire une revue générale des réacteurs concernés. Voilà, donc j'ai pas la boule de cristal pour vous dire où seront les prix, l'an prochain, mais ce sont aujourd'hui les principaux
principaux paramètres qui peuvent faire évoluer les prix, sachant que j'aurais moi tendance plutôt à pencher vers un marché qui devrait rester stable, voire même baissier. Donc là, on a fini la partie marché. On a aussi pas mal d'informations concernant la réglementation, française. Donc la première évolution, sur la réglementation, c'est celle qui est tombée, fin juillet, qui a été confirmée fin août, puisque le gouvernement donc a décidé de baisser un des paramètres de calcul de l'Arenh, que l'on appelle le coefficient de bouclage Arenh. Donc cette valeur, va baisser à partir de janvier 2024 et affecte tous les contrats signés pour une livraison 24. La baisse de coefficient de bouclage est d'environ de 12,44 et elle conduit systématiquement en fait à une baisse de la part Arenh dans votre prix de fourniture. Donc qui dit baisse de la part Arenh dans votre prix de fourniture signifie qu'il y a une partie finalement qui aurait dû ou qui devrait bénéficier du prix Arenh à 42 qu'il va falloir aller acheter sur les marchés. Alors quel impact? Si vos contrats ont été signés avant fin août 2023, dans la plupart des cas, il y a des fournisseurs qui ne l'ont pas mis en œuvre, mais c'est comme ça dans la plupart des cas, vous allez devoir acheter, sur le marché à la fois, votre l'écrêtement Arenh qui a été publié vendredi dernier, mais aussi cette baisse de coefficient de bouclage. Pour les contrats qui ont été signés après août 2023 et si le contrat est établi sur base de ce nouveau coefficient de bouclage, vous n'allez acheter finalement que l'écrêtement qui a été publié vendredi dernier. Ensuite, si vous avez mis en place des contrats, qui permettent de la gestion anticipée d'écrêtement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des clients qui ne souhaitent pas attendre le mois de décembre pour acheter de l'écrêtement et qui l'ont fait en amont. Eh bien, lorsque la couverture était de 30 il y a déjà 30 d'écrêtements qui ont été sécurisés, il ne restera plus qu'à aller acheter le résiduel. Donc on est sur des taux de l'ordre quand on est à 30 actuellement, il y a à peu près 2,8 d'écrêtements à aller acheter sur les prix du mois de novembre. Juste pour vous donner un petit comparatif sur l'écrêtement, aujourd'hui le marché est autour de 100 € par mégawattheure. Ça, c'est en gros le prix de rachat de l'écrêtement, si le marché reste stable jusqu'à la mi-décembre, alors que cet écrêtement, l'an dernier, à cette même époque, il a été acheté à plus de 400 € par mégawattheure, donc 4 fois plus. Et le taux d'écrêtement publié vendredi dernier est de 23,32 et si donc il est issu du nouveau coefficient de bouclage Arenh et si on le recalcule avec l'ancien coef, c'est-à-dire que si on fait un recalcul du taux d'écrêtement pour des clients qui doivent à la fois acheter l'écrêtement et la baisse du coefficient de bouclage, on arrive sur une couverture de 32,87. L'an dernier, on était à 32,53 si j'ai bonne mémoire. Donc il y a un chouïa de plus à acheter, mais sur une référence marché qui est quand même 4 fois moindre que celle de l'année dernière. Donc ça, c'est pour la partie, réglementation, évolution de la réglementation Arenh applicable en 2024. L'autre gros sujet que l'on a actuellement, c'est ce que l'on appelle le mécanisme post-Arenh. Puisque donc l'Arenh, le mécanisme peut-être que vous le connaissez aujourd'hui, il s'arrête à fin 2025. Donc à partir de 2026, il faut mettre en place de nouvelles règles. Si on n'en met pas, en fait, c'est un retour à prix de marché, sans Arenh. C'est pas ce que souhaite le gouvernement, qui reste dans une logique quand même de continuer, de faire en sorte que le consommateur continue à bénéficier des choix énergétiques en France, qui est la production nucléaire. On a eu, donc une présentation ou un retour le 14 novembre, dernier. Donc il y a eu beaucoup de discussions, entre EDF et le gouvernement. Juste regrettable que les acteurs n'aient pas été un peu plus intégrés en amont des discussions et donc la proposition a été présentée le 14. Alors l'idée, ce qui a été décidé,
va consister à aller capter les bénéfices d'EDF qui sont associés à la vente de la totalité de la production nucléaire sur le marché. Là, je dis bien totalité, puisqu'aujourd'hui, l'Arenh, c'est uniquement 100 TWh à 42. Donc dans les bonnes années, 100 TWh, c'était un quart de la production nucléaire. Là, l'idée, c'est que l'intégralité, donc il y aura la vente de l'intégralité de la prod nucléaire sur le marché à un prix X. Et si ce prix de revente est situé entre 78 et 80 € par mégawattheure, l'État viendra capter 50 des bénéfices d'EDF. Si ce prix de marché dépasse 110 € par mégawattheure, l'État viendra capter 90 des bénéfices. Et derrière, il va y avoir, en fait, cette manne, hein, ce montant global qui sera perçu, sera redispatché vers les consommateurs. Alors le retour, c'est quand même une insatisfaction globale des acteurs sur le mécanisme proposé, puisque ce qu'annonçait le gouvernement, c'est qu'on atterrirait en gros à un prix du nucléaire qui serait de 70 € par mégawattheure, contre 42 actuellement. Mais attention, les 42, on n'est que sur 100 téra, alors que sur les 70, on est sur l'intégralité de la production. Et l'insatisfaction, elle porte sur le fait que EDF, l'État se sont accordés sur une valeur à 70, alors que la CRE a publié il y a quelques semaines une étude, en gros montrant que le prix du nucléaire se situe à environ 60 € par mégawattheure. Le gros sujet que l'on a aussi, c'est qu'on ne sait absolument pas comment, se fera la répartition des bénéfices. Est-ce qu'on va être sur quelque chose d'assez équivalent à l'Arenh? Donc il va y avoir énormément de lobbying et nous on l'a déjà perçu puisqu'on participait à la mi-octobre à un congrès où clairement l'Uniden, annonçait qu'eux, en tant qu'électro-intensifs, il était tout à fait normal qu'ils perçoivent, une partie plus importante de tous ces bénéfices-là. Donc on ne connaît pas la règle de répartition et surtout on est sur, a priori, un mécanisme ex post. C'est-à-dire qu'avant même de répartir, il faudra quand même, savoir quels sont les bénéfices à répartir. Et l'autre gros point, c'est comme on taxe finalement, hein, on taxe les bénéfices d'EDF, il va falloir également énormément de transparence du côté d'EDF sur ce sujet. Donc, aujourd'hui, on a les éléments, on a quelques éléments, mais on est bien incapable, actuellement pour un client de pouvoir calculer quel serait un prix de fourniture pour 2026. On a eu des échanges avec des fournisseurs qui nous disent, eux sont dans l'attente de voir en fait quel sera le texte final. Une consultation a été lancée. Consultation de tous les acteurs, donc chacun est invité à faire part de ses remarques. Agnès Pannier-Runacher précisait que l'idée, ce serait d'avoir une nouvelle loi au début 2024 et derrière, il faudra, la validation de Bruxelles. Alors, les derniers éléments, les dernières informations que je lisais, on nous expliquait que la validation de Bruxelles, ce serait un détail, puisqu'a priori, le gouvernement aurait déjà discuté de ce mécanisme avec Bruxelles, qui l'aurait validé. Bon, je suis curieuse de voir si tout cela va se passer comme cela. En tout cas, on n'aura certainement pas les contours de cette réforme avant la fin de l'année. J'espère que les choses avanceront suffisamment vite au courant du premier trimestre pour qu'à compter du second trimestre 2024, on puisse commencer à envisager clairement de pouvoir commencer à mettre en place des contrats pour 2026. Un point important, c'est que les Allemands saluaient cet accord, donc certainement pas pour rien. C'est qu'ils savent très bien que ce mécanisme, tel qu'il est proposé, va conduire à une augmentation des budgets électricité. Alors selon les analyses, on nous parle d'augmentation de l'ordre de 20 à 25. Donc voilà pour la partie post-Arenh. Un petit point également sur la partie aide gouvernementale et taxation énergétique.
Donc, il y a une annonce qui était le 9 novembre, dernier, où Bruxelles a validé un report des aides jusqu'en juin 2024, hein. Il faut savoir que la position de Bruxelles initiale, c'était que les aides devaient s'arrêter, fin 2023. C'était un mécanisme exceptionnel. Il y a des pays européens qui ont fait pression, en premier lieu la France et l'Allemagne. Alors les détails, je pense qu'on aura les détails à venir un peu plus tard. On a commencé à regarder ces sujets. On est sur la partie notamment guichet d'aide au paiement des factures. De ce que l'on a vu, on serait sur des mécanismes assez équivalents, juste que les montants resteraient les mêmes, c'est-à-dire que les montants qui avaient, globaux qui peuvent être octroyés, si une société les a déjà totalement épuisés entre 22 et 23, elle ne pourra plus bénéficier d'aide en 2024. En fait, il n'est pas question d'augmenter le montant des aides. L'autre sujet, peut-être plus important pour vous en première ligne, c'est l'annonce par la première ministre la semaine dernière du prolongement de l'amortisseur électricité. Par contre, les aides vont être aménagées. L'amortisseur électricité cette année, le seuil de déclenchement, la valeur de déclenchement pour pouvoir bénéficier de l'aide était de 180 € par mégawattheure. Là, le seuil passerait à 250 € par mégawattheure. L'aide cette année était de 50. Elle passerait l'an prochain à 75 et il n'y aurait plus aucun plafonnement. Alors nous, on a fait un petit exercice, hein. Je pense que le nombre de bénéficiaires de l'aide va considérablement réduire. Pour être au-dessus de 250 mégawattheures, en sachant qu'on a un écrêtement quand même qui s'achètera non pas à 400 mais à 100, il faut vraiment avoir, signé des contrats sur 24 mois ou un contrat avec un tarif 23 et un tarif 24 au moment où les prix étaient pratiquement plus forts l'an dernier, ou bien si les contrats étaient signés un peu plus tôt, être sur des profils avec très, très peu d'arènes et des profils très indexés prix peak load. Mais clairement là, le nombre de bénéficiaires va baisser. On a un autre sujet sur lequel on est assez fortement interrogé, c'est la CSPE. Donc, le gouvernement a fait le choix de passer la CSPE à son taux minimal possible de 0,5 € par mégawattheure depuis février 22 pardon. Donc pour une première année, ça a été reconduit en février 23 pour une seconde année. Donc cela devrait prendre fin là en janvier 2024. Le gouvernement avait inscrit dans le projet de loi de finances 2024 un report de ce taux réduit, 0,5. Sujet fait énormément débat actuellement puisque c'est passé en première lecture au parlement, donc le texte est au Sénat et quand on jette un œil sur sur les débats, on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de discussions autour de ce taux, notamment en provenance de la droite, hein, qui utilise l'argument en gros là, ce taux CSPE à 0,5 a coûté 20 milliards d'euros. Et donc ce que pointe la droite, c'est la contradiction du gouvernement de mettre fin au quoi qu'il en coûte, tout en voulant, poursuivre des mesures qui coûtent plusieurs milliards d'euros. Et donc les derniers éléments que je lisais, c'était une proposition, de passer la CSPE, de faire revenir la CSPE non pas à 22,5 € par mégawattheure qui est le taux plein, mais de le passer à 16 € par mégawattheure. Donc là, à voir, je pense qu'on n'est pas au bout des discussions et à mon avis, il faudra attendre, la promulgation de la loi de finances en fin décembre pour savoir exactement, si ce taux, de 0,5 va être reconduit ou pas et sinon quel sera le taux de la CSPE. L'autre point important également, c'est la TICGN. Donc puisque le projet de loi de finances autorise le gouvernement à augmenter la TICGN. Une augmentation jusqu'à 8 € par mégawattheure avec un taux maximal qui pourrait atteindre jusqu'à 16,37 € en fait, hein. Le taux actuel de TICGN est à 8,37. Donc là encore, il va falloir attendre, la fin d'année. L'argument qui est utilisé par le gouvernement, c'est de dire que dans une logique ou une politique qui vise à la décarbonation, il faut à terme, taxer,
le gaz naturel, hein, qui émet du carbone et arriver à finalement à un niveau équivalent entre la TICGN et la CSPE. Et si j'ai bonne mémoire, avec une augmentation de 8 € par mégawattheure, on se retrouverait sur des niveaux équivalents, à ce qui avait été prévu il y a quelques années, donc avec une augmentation très régulière du taux de la TICGN et qui a provoqué à l'époque la crise, notamment la crise des gilets jaunes. Donc il y avait pas que le gaz, hein, il y avait les carburants, mais ça en faisait partie. Donc ça, ce point-là est important parce que potentiellement, nous on a fait des calculs, si le gouvernement, quand on consomme à la fois du gaz et de l'électricité, est-ce qu'on va peut-être, gagner ou alors maintenir en CSPE si le taux est réduit est maintenu à 0,5, on le repère sur la TICGN si le gouvernement décide d'augmenter la TICGN de 8 € par mégawattheure. Alors je m'attends moi à une augmentation de la TICGN. J'espère juste que le gouvernement ne l'augmentera pas directement de 8 €. Donc ça, c'est pour la partie taxes et donc on a, 2 derniers slides sur la réforme du marché européen de l'électricité, puisque suite à l'explosion des prix de l'an dernier, eh bien cette crise a mis en évidence, l'impact que pouvait avoir le prix du gaz, notamment sur les prix d'électricité. Et donc la Commission européenne a fait une proposition, c'était le 15 mars dernier, de réforme, du marché européen d'électricité, avec comme objectif, sur les prix long terme, de décorréler les prix long terme du gaz naturel et du charbon, d'essayer de renforcer ce qu'on appelle les PPA, c'est-à-dire les contrats d'achat direct entre des consommateurs et des producteurs, en allant vraiment sur des contrats long terme, hein. Quand on est sur du PPA, on est sur des contrats de 15 à même parfois 25 ans. Stimuler l'investissement avec ce que l'on appelle des contrats pour différence. La différence entre un PPA et un CFD, c'est qu'un PPA se met en place entre un consommateur et un producteur. La partie, CFD, ce sont plutôt donc des contrats ou des investissements, qui sont, donc des producteurs qui mettent en place des contrats avec des investissements qui se font au niveau de l'État où finalement ce sont des gros investissements de type nucléaire et c'est l'État en fait qui rémunère. C'est-à-dire qu'on définit un prix de référence du contrat pour différence. Si le marché, passe au-dessus de cette valeur de référence, c'est le producteur qui verse des bénéfices à l'État qui les redistribue aux consommateurs. Mais par contre, si le marché passe sous cette valeur, c'est l'État qui vient compenser, le producteur. Donc ça permet en fait d'assurer les investissements et il est question aussi de renforcer le rôle des régulateurs dans la surveillance des marchés, puisqu'il y a quand même un constat qui a été fait l'an dernier, c'est que dans le cadre de la crise énergétique et de l'explosion des prix de marché, on a des clients qui se sont retrouvés en juillet 22 sans offre ou bien avec des offres qui étaient aberrantes. C'est-à-dire qu'il y a priori quelques fournisseurs, alors pas uniquement en France, hein, mais un peu partout en Europe, qui ont profité de la situation pour gonfler les prix. Donc là, il faut renforcer le rôle des régulateurs sur la surveillance des marchés. La demande qui avait été faite en 2022, à l'époque, c'est notamment Bruno Le Maire qui demandait à supprimer totalement, le lien entre l'électricité et le gaz et le charbon. Le projet de réforme ne va pas dans ce sens du tout. L'idée, c'est vraiment d'essayer de limiter ce lien sur les prix à long terme. Le signal prix, d'indexation des prix de l'électricité sur le gaz naturel et sur le charbon s sera maintenu en court terme puisque cela permet d'avoir un signal prix, qui contribue finalement à la sécurité d'approvisionnement en Europe. C'est-à-dire qu'on est prêt à payer plus cher, enfin on est prêt à indexer le prix de l'électricité sur le court terme sur un cycle combiné gaz puisqu'on a de toute façon besoin de ces installations pour couvrir la pointe. Alors un accord a été trouvé le 17 octobre dernier
Donc les discussions ont duré, hein, pendant des mois et surtout il y a eu énormément de tensions entre la France et l'Allemagne. C'est assez régulier. Tout simplement parce que la France souhaitait intégrer dans le mécanisme des contrats pour différence l'intégralité de son parc nucléaire, c'est-à-dire le, le parc historique, de façon à pouvoir intégrer dans le mécanisme le financement de toute la partie, grand carénage, mais aussi, tous les nouveaux réacteurs nucléaires, à venir. L'Allemagne a refusé, hein, pour simplement parce que l'Allemagne est sortie du nucléaire et que l'Allemagne voyait cela comme un avantage économique et compétitif pour la France vis-à-vis de l'Allemagne et des voisins européens. Donc il y a quand même eu beaucoup de discussions. Au final, la France a obtenu gain de cause. Alors c'est une grosse annonce politique. Maintenant, il va falloir voir comment tout ça va se traduire dans le détail. Il y a quand même un point important, c'est que la France a obtenu un accord sur ce point, mais Bruxelles a quand même précisé qu'il serait extrêmement attentif à ce que ce mécanisme ne génère pas de distorsion de concurrence. Donc là, avec notamment la France dans le viseur et s'assurer que, en termes de prix d'électricité pour des industriels, qu'un tel mécanisme ne va pas conduire la France à avoir de meilleurs prix ou des niveaux de prix bien inférieurs à ce que peut pratiquer l'Allemagne ou d'autres pays européens. Quand la DG Concurrence quand même commence à mettre son nez dans de tels sujets, c'est jamais une bonne chose. Donc voilà, on a aujourd'hui le cadre, mais le texte, l'idée c'est de voter le texte au Parlement, si possible d'ici la fin de l'année. Si ce n'est pas le cas, ce sera reporté à l'année prochaine et avec l'approche des élections européennes, il est probable que ça se fasse ensuite après les élections européennes. Donc c'est la raison pour laquelle, notamment sur la partie post-Arenh, il y a déjà eu toutes ces annonces puisque donc il faut que le mécanisme post-Arenh, en fait, soit quand même en cohérence avec cette réforme du marché européen de l'électricité et la France ne pouvait pas attendre d'avoir le vote du texte sur la réforme du marché européen pour ensuite travailler sur le post-Arenh. Puisqu'aujourd'hui, les fournisseurs mettent beaucoup de pression sur le gouvernement de façon à ce qu'il puisse, pour 2026, commencer à faire des offres, dès l'année prochaine. Voilà, donc on a fait le tour on va dire de l'actualité des sujets brûlants actuellement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci Madame Prou pour ce tour d'horizon, d'actualité et de perspective. Donc, je vais me tourner vers les adhérents. Pour les personnes qui souhaitent poser une question, vous pouvez. Voilà, il y a aucun problème. On peut, soit en direct, soit dans le fil de discussion. Y a-t-il des questions? A priori, non, Madame Prou. Aucune? En ce qui concerne les aides 2024, nous en avons parlé tout à l'heure, Madame Prou. Donc, nous venons à lui-même d'avoir un certain nombre d'éléments. Donc, il y a une information qui est envoyée, on va dire, périodiquement à nos entreprises. C'est la minute de l'industrie durable. Donc, tous ces éléments seront repris et indiqués dans la minute à venir, là, qui sera publiée d'ici début de semaine prochaine. Mais vous aurez tous les éléments sur les aides 2024. Oui, oui, la présentation sera Oui, diffusée, oui, en fait, hein. oui, oui. La présentation sera diffusée dès demain, ou cet après-midi pour. On a une règle qui fait partir, il faut partir un mail par jour d'informations pour pas que les adhérents soient trop submergés. Donc, je pense que votre présentation sera envoyée demain, madame. Effectivement, ce sera envoyé. D'accord. Je vois peut-être que vous pourriez le diffuser. Non, c'est Monsieur Perrin. Donc, y a-t-il d'autres questions? Non, pas Oui, d'autres moi j'aurais une questions. question, fichier Oui, gauche, pardon.
Oui, je vous en prie. En fait, une petite question sur des orientations stratégiques, je dirais, sur de l'investissement sur des systèmes de chauffage, par exemple. Donc, on se pose actuellement la question je dirais, de rétrofiter, d'améliorer notre système de chauffage pour toute l'usine. Donc, par rapport aux éléments que vous venez de présenter, du coup, moi, je me pose la question sur la techno à investir. Est-ce qu'il faut plus, du coup, partir sur une techno électrique ou plutôt gaz naturel au regard voilà, des taxes qui vont, je dirais, faire un peu des effets de vase communicant, entre guillemets, entre gauche et droite. Donc voilà, Alors, je me pose un peu des questions en fait sur la suite. Quel serait le meilleur achat, je dirais, judicieux à effectuer pour un système de chauffage pour une entreprise? alors, c'est sûr que quand on regarde l'augmentation potentielle de TICGN, elle va intervenir, c'est sûr. En fait, il faut il faut être cohérent avec les politiques les politiques qui ont été des choix politiques qui sont faits dans une logique, de baisser les émissions et de décarbonation. C'est tout à fait logique d'axer un peu plus le gaz. Nous, des retours que j'ai actuellement, de clients, heu, beaucoup sont de passer plutôt sur de l'électrique avec, en fonction des installations. Alors, les choix, par exemple, lorsqu'il y a la réfection à faire de toiture, d'installer également, des panneaux photovoltaïques pour Mmh. se mettre également en autoconsommation. Oui, très bien. OK. Ça va plutôt dans ce OK. sens-là actuellement. Et donc ça remplit justement, on est encore arrêté sur le slag, mais de renforcer justement les contrats d'achat entre consommateurs et producteurs. Donc ça, c'est pour faire, je dirais, ce qui cible, c'est plus de l'autoproduction, on dire en collectif. C'est-à-dire, je peux installer un certain nombre de panneaux solaires qui vont donner, je dirais, répondre à une autoconsommation et puis sur les périodes de fermeture d'entreprise, par exemple, revendre cette électricité à des tierces consommateurs. C'est ça C'est l'idée? ça, Ouais, c'est ça. OK. Alors nous, il y a plusieurs cas, hein, donc Mmh. en fait, de toute façon, ces installations, photovoltaïques, alors sauf à être installation classée, aujourd'hui, il y a une obligation. Il y a une Mmh. obligation, c'est-à-dire dès l'instant où il y a une extension de bâtiment, nous, on a beaucoup de clients qui nous disent: On a une extension de bâtiment, on a une construction de bâtiment, il faut systématiquement installer des panneaux photovoltaïques». Ouais, c'est plus de Donc 500 mètres carrés de toiture, hein, je crois que c'est ouais, ça ouais, la ouais, ouais, il me condition. semble, Mmh ouais, mh. ouais. Et donc soit le dimensionnement est fait pour, juste être en autoconsommation, Mmh. ou alors lorsque il y a de l'autoconsommation, mais en période août, par exemple, où logiquement il y a beaucoup de production solaire, mais que vous ne consommez pas, c'est soit revendu alors souvent à EDF-OA, hein, donc Mmh. c'est de la revente, ou bien oui, il y a de l'autoconsommation collective. OK. On a un cas d'autoconsommation collective actuellement. Monsieur Delcourt, vous aviez une question, j'ai vu dans le chat. Oui, oui, pour Monsieur Delcourt, donc la problématique actuelle est que le contrat d'électricité conduit à un prix d'achat pour l'an prochain 2 fois supérieur au prix de marché. Et donc, ils ont tenté de discuter avec EDF, mais ils ont eu une fin de non-recevoir. Et effectivement, nous avons communiqué au niveau du UIMM Champagne-Ardenne, mais comme tous les UIMM de France, sur ce qui nous a été indiqué par Paris, pour l'UIMM national, sur le fait de possibles renégociations avec les grands opérateurs que sont EDF, Engie et Total. Et les premiers retours nous montrent que la renégociation est compliquée, difficile et qu'elle ne peut pas se faire. Donc, je remonte au fur et à mesure les éléments à Paris euh, pour qu'ils puissent effectivement intervenir et voir ce qui peut être fait. Mais je vous laisse, Madame Prou, répondre sur ce sujet si vous avez des éléments. Oui, alors oui, moi j'ai vu ces Oui, ces ces communications, alors, le problème c'est de savoir ce qu'on entend par renégociation. Parce que ce qui se passe en l'état, c'est qu'un client qui a signé un contrat de fourniture en énergie électrique, au moment où il signe son contrat, le fournisseur, lui, de son côté, a sourcé le volume. En fait, il a sécurisé le volume au prix du marché, et s'il ne le faisait pas,
pour le faire plus tard, ce serait spéculer et potentiellement on entre dans la configuration qu'on a eue fin 2021 avec un fournisseur qui a joué avec cela et qui s'appelle Hydro-Option et on sait très bien où ça a fini. Donc aujourd'hui, il y a cette pratique qui consiste à sécuriser. Il me semble même, j'ai cru voir passer il y a 15 jours, 3 semaines, un article sur ce sujet où la CRE entend renforcer justement tous les mécanismes, ces mécanismes de surveillance de façon à ce qu'il n'y ait pas de spéculation autour de ces sujets. Parce qu'in fine, quand un fournisseur, vous signez un contrat avec un fournisseur à un prix de marché qui est une référence baseload et que le fournisseur ne source pas, il ira le sourcer plus tard. Et si le source à prix plus élevé, il se met en difficulté financière. Et que se passe-t-il derrière? Vous avez un redressement judiciaire et une liquidation comme on a pu le voir. Donc l'idée, c'est quand même que tout soit sécurisé. Et dès l'instant où tout est sécurisé, si vous revenez vers le fournisseur pour pouvoir renégocier le contrat et renégocier les tarifs, que va faire le fournisseur? Il va revendre ce volume. Et s'il revend sur un marché baissier, ce qui est tout à fait logique, parce que si vous revenez vers le fournisseur, c'est que le marché baisse, eh bien, vous avez des clauses aujourd'hui de pénalité pour résiliation anticipée qui ont été considérablement renforcées depuis la crise énergétique. Donc moi, je me pose la question de savoir comment c'est réalisable et qu'il y ait des retours en premier lieu négatifs, m'étonne assez peu. Moi, j'avais eu ces échanges-là, avec certains fournisseurs dès le début de l'année, qui avaient, signé en 2022 lorsque les marchés étaient au plus haut et qui souhaitaient résilier en début d'année, en 23, donc dès l'année 2023, et où la possibilité qui leur a été donnée, c'était à la rigueur de se réengager pour, une seconde ou une troisième année et lisser la charge pour essayer de baisser le prix 23, mais retransférer sur du 24 et sur du 25. Ce qu'on ne préconisait pas parce que du coup, le client qui était éligible à l'amortisseur électricité, potentiellement, pouvait ne plus l'être derrière. Mais c'était la seule façon d'essayer d'amoindrir l'impact et moi j'ai eu ces discussions avec certains fournisseurs qui m'expliquaient qu'ils ne le mettaient pas en œuvre et qu'ils ne le proposaient pas. Donc à voir, mais les retours, moi, ne m'étonnent pas. On va suivre, bien évidemment, et on va informer nos adhérents de ce qui J'ai nous vu revient. Il y avait une autre question sur une explication sur le coefficient de bouclage. Oui, Alors je oui, le c'est un petit remarque, peu. oui. Ouais, j'ai vu. C'est un peu Vous barbare. expliquer. C'est vrai que c'est un sujet un petit peu barbare. C'est que, en fait, lorsque l'on calcule, si vous regardez votre contrat de fourniture, vous allez avoir un pourcentage ARENH dans votre contrat qui va être de 60-80. Tout cela dépend de votre profil de consommation. Ce pourcentage ARENH, il est calculé sur un droit ARENH qu'on appelle brut, multiplié par un coefficient de bouclage. Ce coefficient, jusqu'en fin 2023, il est de 0,964 et il passe l'an prochain, à partir de janvier 2024, donc pour des livraisons à partir de janvier 24, à 0,844. Donc in fine, que se passe-t-il? Eh bien, vous avez une baisse de votre pourcentage ARENH dans le contrat. Et donc cette baisse de pourcentage ARENH correspond à une baisse de volume ARENH au prix de 42. Donc en fait, cette différence, vous allez aller l'acheter au prix du marché. En fait, on a assez rarement parlé de ces sujets de coefficient de bouclage, tout simplement parce que quand on parle de droit et de pourcentage ARENH, il est déjà intégré et le sujet était déjà tellement complexe qu'en ce qui me concerne, je n'embrouillais pas plus mes clients en leur parlant de coefficient de bouclage à 0,964. Mais voilà, vous avez et c'est la proportion, il faudrait que je vous retrouve la définition, je pourrais vous l'ajouter dans la présentation de ce que représentent ces 0,964. Je vais vous retrouver la définition, je peux vous l'intégrer dans la présentation. Merci Madame Proux. Comme ça, Merci. le temps que vous puissiez réintégrer les éléments et puis Oui. Je vais vous la retrouver la définition. Très bien. D'autres questions?
pas d'autres questions, a priori, donc tout était clair. Je pense qu'on aura l'occasion de se reparler, Madame Prou, en Je 2024 pense. avec plus Enfin, d'éléments. ouais. Oui, je Voilà. pense parce C'est ce qu'il que nous nous manque, avions convenu. ouais, il nous manque quand même quelques sujets, hein. Oui, Aujourd'hui, la réforme du marché européen, est encore en discussion. Le post-Arenh, ça l'est encore. Donc, la taxation, je pense qu'il va falloir attendre la fin de l'année pour savoir, quels seront les taux appliqués. Mais bon, c'est propre à la France, hein, c'est-à-dire que malheureusement, tous ces sujets, très structurants, de réforme se font, très tard et on a quand même un gouvernement qui n'a toujours pas pris conscience, en fait, de la nécessité d'avoir des éléments très, très en amont pour permettre, aux consommateurs de pouvoir s'y préparer et envisager de contractualiser très en amont. Et enfin, entre-temps, en 20 ans, on a toujours fonctionné comme ça depuis 20 ans, depuis que je suis dans le secteur, donc on n'est plus étonné. Mais c'est sûr que c'est dommage. Et sur la réforme Post-Arenh, ce qui est gênant, c'est qu'on a l'impression que tout s'est fait entre le gouvernement et EDF et je pense qu'il aurait été utile d'intégrer, dans toutes ces discussions en amont, les acteurs, hein, que ce soit les associations de consommateurs, des gros industriels ainsi que des fournisseurs. très bien. Bon, eh bien, écoutez, Madame Prou, merci pour votre Je vous en prie. présentation. Rendez-vous l'année prochaine, début d'année prochaine. Donc, on fera un Oui, point sur nous. on fait un point courant du 1er trimestre, donc j'espère que sur Parfait. la Oui, partie réforme et puis post-Arenh, les choses vont se décanter et puis on peut envisager, de refaire un webinaire, en fonction de l'actualité, fin du 1er trimestre ou début du 2e trimestre. parfait, très bien. Merci par avance. Et puis donc, je vous invite à monter vos problématiques. N'hésitez pas, hein, si vous en avez besoin. Et nous vous informons dès que possible de la manière la plus réactive en ce qui concerne ces renégociations, entre guillemets, hein, voir effectivement ce que l'UMM à Paris va nous donner comme élément. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Les éléments vont vous parvenir et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres webinaires ou d'autres clubs. Voilà, merci à vous tous. Bonne Très journée. bonne Au revoir. journée, merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.